Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Spodcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Thierry Weil, fondateur et directeur général de Bagelstein. Merci beaucoup Thierry d'être avec nous aujourd'hui. Mais quel kiff! Ouais. Co-fondateur. On est deux fondateurs avec Gilles. Thierry, j'ai vu que tu avais un parcours atypique. J'ai scrollé un peu sur ton profil LinkedIn et j'ai vu que tu avais fait Harvard de States, a priori. Comment on passe de Harvard à « je vais ouvrir des restaurants » ? En fait, j'ai un fil rouge dans tout mon parcours qui est pas la nature de ce qu'on fait, qui est l'objectif de ce qu'on fait. L'objectif, c'est la seule obligation qu'on a tous sur cette planète, c'est de réaliser nos rêves. C'est un credo que j'ai et que je transmets à mes gosses. On est là pour réaliser nos rêves et c'est ce qu'on doit faire. La difficulté, c'est de les définir, ces rêves. Et j'ai eu des rêves qui sont plus ou moins étranges, plus ou moins glamour, puisque mon rêve après les études, c'était de faire de l'audit financier. C'était un vrai rêve. Non, moi je rêvais d'aller toutes les semaines dans une autre entreprise, comprendre comment elle fonctionne, elle est organisée, elle est structurée, le faire dans un cadre ultra méthodologique avec des clones de moi, comme ça je reste dans ma zone de confort. Tout le monde sort d'école de commerce, c'est des pingouins et on découvre et c'est ultra clair et net et j'ai adoré ce fonctionnement et je suis resté 12 ans chez un des leaders de l'audit financier. J'ai voyagé dans le monde entier. Je travaillais à Nouméa, j'ai travaillé à San Francisco, à Londres. Et donc, ça a été mon premier rêve. Et à un moment donné, il a fallu que je change de rêve. Et je me suis dit, c'est quoi mon prochain rêve? Et mon prochain rêve, ça a été le foot. Et je suis revenu de San Francisco à Strasbourg, ma ville natale, pour diriger le Racing Club de Strasbourg, qui était, qui en plus était qualifié en Coupe d'Europe. Donc j'arrivais là, je me pinçais tous les matins en me disant, les gens avec qui je bosse, je les avais en poster dans ma chambre il y a quelques années. Ah ouais. Bon après, si tu me fais boire quelques bières, je te raconterai pourquoi c'est pas toujours bon de réaliser tous ces rêves. Mais ça a été super intéressant. Ensuite, j'ai voulu aller vers l'entrepreneuriat. Je me suis dit, ça va être mon prochain rêve. J'étais déjà marié, j'avais déjà des enfants, et il y a d'autres contraintes qui sont d'autres obstacles à la réalisation de ces rêves. Et je suis allé à moitié, c'est-à-dire que je me suis associé à des gens, j'ai emprunté pour acheter des parts, j'ai travaillé 10 ans dans ce cadre-là, ça a été une super expérience, je rejoignais une histoire en cours. Et donc, c'était partiel. Et à un moment donné, j'ai dit, maintenant, je veux faire autre chose. Je veux créer mon histoire. Je veux écrire mon livre. Et qu'est-ce qui m'excite? Moi, c'est la bouffe. Et donc, j'étais passionné d'organisation, de bouffe. Et avec Gilles, on n'arrêtait pas de parler de restauration. Et on a créé un concept qui paraît complètement éculé aujourd'hui autour du sushi. Mais à l'époque où le sushi n'existait quasiment pas en France. Fait passer les Alsaciens de mangeurs de jambonneaux caramélisés à la bière à des poissons crus qui passent devant toi. Waouh! Et pour les petites assiettes. Ouais. Et comme on venait, et ça c'est important pour Bagelstein, comme on venait pas du monde de la restauration, ni Gilles ni moi, on n'avait pas les paradigmes et les œillères. Et donc on a fait ce qu'on voulait. Par exemple, on détestait les desserts à base de pâtes de haricots rouges. Ouais. Donc on a travaillé avec des pâtissiers locaux et tu avais les sushis saumon, les yakitori de poulet, millefeuilles au praliné, macarons framboise basilic. Et nous on aime bien les desserts, vrais desserts. Mais oui. Et puis on est allé encore plus loin. Saint-Jacques au popcorn. Non, Saint-Jacques au popcorn, poulet caramélisé au coca. Et on a créé ça. Ça a été notre premier pas dans la restauration et on a voulu le dupliquer. Et on est revenu en arrière parce qu'on dépendait trop des chefs, des sushi chefs pour la partie sushi. Il y en avait pas en France. Et puis, c'était trop complexe. Et on s'est dit, on va recréer un concept et on va recréer autour de 2 piliers. On veut contrôler toute la production et avoir une cuisine centrale pour ne pas dépendre dans plein d'endroits de chefs. Et on veut un état d'esprit déglingué. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a commencé à Strasbourg avec un petit local, avec une vraie identité de marque. Tout était super marketé. Le premier Bagelstein, il est dans un emplacement pourri à Strasbourg. Ah ouais? Pas du tout un plus. On parle de retail, l'emplacement. Ouais. C'était même la leçon numéro 1 de tout ouvrage de retail, c'est pas de marche pour rentrer dans le magasin parce que c'est psychologiquement destructeur. Nous, il y avait 4 marches pour rentrer là, dans un coin pourri. Mais super marketé. Les casquettes Bagelstein, le stylo, le PQ Bagelstein, les tabliers. Et les gens arrivaient à Strasbourg dans cet endroit
Et il disait, ah ouais, Begelstein, moi je connais vachement bien. Chaque fois que je vais à New York, je vais au Begelstein de New York. Et nous, on rentrait dans ce jeu-là, on disait, ah oui, oui, et vous connaissez celui de Montréal? Ah mais oui, j'y étais aussi. Et voilà comment a commencé l'aventure Begelstein, avec toujours ces deux piliers, un état d'esprit, un marketing très spécial, très borderline, et un respect du produit qu'on voulait absolument. D'abord parce que si c'est pas bon, les blagues sont pas drôles. Ne serait-ce que pour ça. Donc, on a vraiment construit la marque et l'identité, Gilles et moi, autour de ces deux piliers-là. Parce que effectivement, je me suis dit comment du coup tu traduis dans tes restaurants ce côté humour que tu veux mettre en avant. Alors, c'est pas que dans les restaurants, c'est toute la communication autour de la marque. Alors, ce qui est assez intéressant, et c'est une étude sociologique en France, c'est la manière dont le scope de l'humour s'est considérablement rétréci. Ouais. Et ce sur quoi on rigolait au départ, on peut plus rigoler du tout. Ah non, t'as plus le droit. Après, t'as aussi l'impact des réseaux sociaux qui est venu assassiner certaines choses et amplifier. Et qui est très destructeur. Donc, bah oui, la marge de manœuvre s'est rétrécie. Mais on continue à faire des choses. On a fait plein d'opérations. On est assez spécialisé de ça. On a fait le Backelstein, par exemple. Le Backelstein, c'est qu'on a découvert que sur les tables des lycéens qui passaient le bac, ils avaient droit à deux choses. Une trousse et une bouteille d'eau. On n'a jamais rien pu faire pour la trousse, mais on a fait une bouteille d'eau avec les étiquettes Begelstein, avec les anti-sèches. Donc il y avait la bouteille d'eau anglais avec tous les verbes irréguliers, la bouteille d'eau maths avec les formules de maths, la bouteille d'eau histoire avec les dates, etc., etc. Donc voilà, on est très à l'affût. Ce qui est assez compliqué en termes d'identité de marque, c'est qu'on va accepter que des gens nous détestent. Ok. Ce qui est rare, parce que une marque travaille dans son identité de marque pour une unanimité. Nous, on a pris un raccourci qui est très compliqué à porter, qui est de dire, on accepte que des gens nous détestent, j'espère pas trop, pour qu'une majorité nous kiffe. Tu sais, même quand on déteste quelqu'un, c'est quand même au fond de soi aimer quelque chose. Hein. C'est très juste, c'est très juste. Aujourd'hui, alors, il est loin, le Begelstein de Strasbourg. Ouais. Aujourd'hui, t'as 92 magasins, c'est ça? Enfin, 92 restaurants. Des formations professionnelles. Non, c'est très intéressant ce que tu dis parce que on appelle ça des restaurants, clairement. Mais dans notre organisation, on a tout fait pour limiter au maximum l'aspect restauration en vente sur place. Okay. C'est-à-dire qu'on a notre cuisine centrale. Nous, on se développe autour de la franchise. Sur les 92 restaurants, il y en a 4 à nous et 88 en franchise. Et donc, on se développe autour de la franchise. Et toute notre organisation, et Dieu sait qu'elle est compliquée, c'est de dire, on veut que le franchisé soit un manager d'unité commerciale et pas un boulanger, pas un cuisinier. Oui, donc pour ouvrir, moi demain je vais ouvrir une franchise Begelstein, j'ai pas besoin d'avoir des connaissances en bouffe. C'est pire que ça. Si tu viens avec tes connaissances en bouffe, je vais dire, attends, dire non. Va chez eux, ils sont vachement plus sympas que chez moi. Ben moi j'ai quand même rien en bouffe, du coup je peux venir. Donc tu peux venir. Je connais bien en retail. Eh ben génial. Blague. Ok, j'en connais pas bien, mais je rigole. Ouais, tu m'as l'air d'avoir un certain level quand même, hein. Et donc on va tout pré-mâcher pour le franchisé. C'est vraiment notre credo et notre façon de fonctionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va te livrer des bagels, des cookies, des cheesecakes, des muffins, des crumbles, tout ce qu'on aura fabriqué dans notre cuisine centrale, sans conservateur, sans produits chimiques, sans surgélation. Okay. C'est fabriqué tous les jours et c'est livré chez toi tous les jours ou tous les 2 jours. Ouais. En frais. C'est tellement compliqué à faire. C'est ultra compliqué, mais tellement meilleur. Ouais, je me doute. Mais comme on va déjà venir tous les 2 jours ou tous les 2 jours, on va aussi te livrer de quoi garnir le bagel, la salade, le saumon, le poulet, la tomate, et tout est prêt. Les tomates sont tranchées, le poulet est émincé, la salade est en lanière, le cream cheese est fouetté. Ouais, tu n'as rien à faire. T'as rien à faire. En fait, t'as juste à prendre des assembleurs, quoi. Exactement. C'est pour ça que on parle de restaurant parce que c'est un restaurant, mais c'est surtout un endroit d'assemblage. Et c'est aussi comme ça qu'on travaille. Le lieu de vie pour rigoler. Mais exactement. Et surtout, c'est là où ça commence à être sympathique économiquement, c'est que il y a peu d'investissement. J'ai pas de cuisine, j'ai pas de hotte, j'ai pas d'extraction, j'ai pas de bac à graisse. Il y a une bijouterie qui part, je m'installe. Ouais, bah ouais, parce que souvent la restauration, le problème c'est que il faut tellement de normes que du coup t'arrives pas. Absolument. Transformer le local, ça coûte un bras, quoi. Exactement. Et surtout, comme j'ai du stock pour 48 heures, j'ai pas besoin de chambre froide, j'ai pas besoin de congélateur. Chez moi, ça fait
48 mètres carrés en moyenne. Tout compris. Mon problème, c'est où je mets le balai. C'est moins cher, plus vite rentable. Ouais, en plus, j'étais dans mon cerveau de retailer, j'étais en train de me dire, ça va être hyper rentable, ça. C'est pour ça qu'on en ouvre une quinzaine par an. T'as prévu d'en ouvrir encore Ah oui. Déjà 2025, je sais pas, t'en as ouvert pas mal ou... Non, on est à 11 ouvertures. Okay. Et on devrait atteindre les 15 avant la fin de l'année. Et l'année prochaine, t'en as prévu encore? Oui, on est sur entre 15 et 20 ouvertures en France par an. Parce qu'après, il y a le développement international. J'ai découvert que t'avais des magasins à l'international. Oui. De toute façon, on a bien compris, Bagenstein, c'est en New York. Ouais. Et à Montréal. Et du coup, t'as combien de magasins à l'étranger? À l'étranger. Combien de restaurants, magasins? Ouais. On est en Belgique, Luxembourg, Italie, Danemark, et on a ouvert récemment en Inde. En Inde? En Inde. Les Indiens mangent du Bagelstein. Les Indiens mangent du Bagelstein. Alors, avec des recettes qui sont adaptées. Dans tous les pays, t'adaptes ou... Alors, quand c'est Belgique, Luxembourg, ça suit la mouvance, mais on aime bien, avoir une... Italie, est-ce que j'ai une petite Italian taste? Ouais, on est un peu obligé. Il y a pas de porc en France, mais s'il y a pas de crudo en Italie, ça marche pas. Pour les fans de Bagelstein, si vous voulez tester des nouveaux goûts, il faut aller voir les autres pays. Ça peut être sympa. Mais, sauf que, revenez vite, parce qu'on a un tel dynamisme de recettes, on a une équipe R&D qui est extraordinaire, que on a beaucoup de renouvellement de recettes. Et oui, du coup t'as une carte. Alors moi je connais pas assez, hein. Je mange pas de bagel de base, mais du coup j'ai envie d'aller tester juste pour ne serait-ce que voir s'il y a des blagues et s'il y a des mais du coup t'as une carte de base, t'en ajoutes. Alors c'est pire que ça. C'est qu'en 2023. Je suis tombé sur la carte du premier jour du 4 janvier 2011. Ok. Et je réalise que les 9 recettes qu'on a le 4 janvier 2011, le premier jour du premier Bagelstein à Strasbourg, sont exactement les mêmes qu'en 2023. À la virgule près. Okay. Les recettes sont restées les mêmes. Sauf que, ce qui vaut 7,50 aujourd'hui, qui est un prix de marché, valait 3,50 à l'époque. Ouais. Il y a une inflation de psychopathe quand même. Et quelle est l'élasticité du marché pour un produit qui va, jusqu'à quand un client final va payer 2 fois, 3 fois le prix pour un même article? Et moi, en tant que franchiseur, j'ai un réseau, j'ai des gens qui reposent sur moi. Il faut que je travaille ça. Et on va faire avec mon équipe un travail vraiment lourd et profond en 2024 où on va réorganiser notre offre. Okay. Et ça a été une offre retail extrêmement intéressante et importante. On va faire 3 choses. On va prendre notre offre originelle des 9 recettes et on va la réduire à 4 recettes. Et quand tu supprimes 5 de tes recettes historiques qui t'ont construit, auprès des franchisés, c'est en plus, extrêmement violent. C'est culotté. Et j'ai mon franchisé de Clermont-Ferrand qui va me dire, mais Thierry, fou, mais le bagel au thon, mais à Clermont-Ferrand, c'est celui qu'il préfère. Mais non, regarde, si je l'ai enlevé, c'est que ça fait 0,2% de tes ventes. Oui, mais ma femme, elle adore celui au thon, tu peux pas me faire ça. Donc oui, on supprime celui au thon. Donc on réduit, on a notre gamme centrale qui est la gamme historique qu'on réduit de 9 à 4 recettes et on va lui adjoindre 2 autres gammes. Une gamme entrée de gamme qui est pas du tout au rabais, qu'on va travailler, c'est vraiment, on va avoir des œufs brouillés, du bacon de dinde et du cheddar, on va avoir une salade de poulet citronnelle avec des herbes fraîches et une gamme premium où on va travailler des bagels chauds qu'on n'avait pas. Et là, on va venir empiéter sur le marché du burger sans faire de burger. Et on va avoir de l'émincé de bœuf avec du fromage fondu, on va avoir du cabillaud pané avec une sauce tartare et des herbes fraîches, on va avoir du poulet croustillant avec du coleslaw et du bacon de dinde. Adapté aussi exactement. À d'aujourd'hui au nouveau goût. Exactement, ouais. Exactement. Et le fait d'avoir ce panel d'une gamme historique vers 3 gammes nous a permis de vraiment bien travailler en 2024 et 2025 parce que le marché de la restauration rapide a eu quelques oui, on peut le dire comme ça. C'est mignon, turbulence. Ouais. Pour la première fois en 2024, il y a eu une baisse de la fréquentation. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de restaurants, alors pas que des restaurants, des magasins aussi, hein, mais il y a eu un vrai creux
En 2024, je pense sur le pouvoir d'achat où tout le monde s'est reconcentré sur ce qu'ils avaient besoin. Il y a cette baisse de la fréquentation en restauration alpine, c'est pas propre à Wittgenstein, hein, c'est McDo, c'est Burger King, et c'est assez dingue moi on me demande souvent c'est quoi votre principal concurrent. Depuis peu mon principal concurrent c'est Tupperware. Ah ouais? Ah bah oui, parce que les gens bah ouais. Ouais. Mais c'est assez, la lecture entre les lignes elle est passionnante, elle est de se dire que les gens maintenant hésitent avant de s'acheter un sandwich. Ouais. C'est devenu hyper cher le sandwich effectivement. Bon alors moi je pense à être vieille aussi donc je me rappelle les sandwichs à 3 €. Ah ouais. Attends, je vais faire pire. Je me rappelle les sandwichs à 20 balles et en francs les balles. Parce que pourquoi des balles? Ouais, ben c'est francs. Ouais, c'est clair. Et on le voit aussi cet été, par exemple, les gens qui vont en vacances, qui sont en location ou au camping, leur kiff, c'était d'aller manger au restaurant 1 fois, 2 fois dans la semaine. 2 fois dans la semaine, ouais. Aujourd'hui, ça a été remplacé par on va prendre une glace. Ouais. Et ce glissement, il est complexe. Et donc, c'est à nous de nous adapter aussi par rapport à l'offre qu'on va proposer en retail dans nos magasins. Oui, parce que comme tu disais, toi, tu proposes des produits sans adjuvant, tu proposes des produits frais. Ça a un coût forcément. Ouais. Avec l'explosion des matières, ça doit être hyper compliqué. Alors, nous, on a un ticket moyen qui est complètement dans le marché, bien qu'on vende des produits frais et pas surgelés, bien qu'on vende des produits sans conservateur. Pourquoi? Parce que, j'ai une équipe supply chain qui fait un travail colossal, et 2, on est notre centrale d'achat. Comme nous, on va livrer tous les 2 jours nos 92 restaurants, on a une force de négociation qui fait que je vais acheter des palettes de cornichons et pas 3 boîtes de cornichons. Ouais. Et donc, ça te permet de maintenir exactement. Et ça c'est très intéressant dans le monde de la franchise. Le Covid nous a permis de nous réorganiser dans le sens où on a défini stratégiquement que ce qui nous faisait vivre, c'est notre métier de franchiseur. C'est pas notre métier de fournisseur. Oui. Et que la centrale de production, c'est aujourd'hui un outil pour garantir la qualité de ce qu'on mange, mais pas un centre de profit. Quand j'ai une augmentation des prix, je ne vais pas forcément rebasculer l'inflation à mes franchisés pour qu'ils puissent conserver leur marge, puisque c'est le fait qu'ils existent qui me fait vivre. Vis-à-vis de tes franchiseurs, vis-à-vis de tes clients. Du coup, finalement, parce que si toi, tu augmentes pas le prix pour tes franchisés, du coup, au moins, en principe, ouais. Ils sont pas censés augmenter. Exactement. Les clients. Exactement. Les prix sont pareils en France ou chaque franchisé? Chaque franchisé est libre. Je sais, c'était pas une question prévue, mais... Non, mais elle est légitime. Des fois, je me dis, c'est vous. Et quand tu ouvres à l'international, du coup, tu ouvres aussi en franchise, je suppose? Oui, alors ou en master franchise, ouais. Donc avec une exclusivité territoriale sur un pays ou sur une région. Et en échange d'un calendrier d'ouverture pour pas qu'on me bloque le pays ou la région pendant. Et après il y a l'adaptation du ton aussi, ça c'est assez complexe de dire comment je duplique. Oui, tu fais une blague, c'est une blague française, elle est hyper française quand même. Mais enfin, même dans ton tone of voice effectivement. Mais c'est qu'ils sont pas drôles les gars. C'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. Et moi j'habite à Strasbourg, le siège est encore à Strasbourg, on a des bureaux à Paris mais on a une bicéphalie. Et quand on a ouvert en Allemagne, c'est-à-dire à 500 mètres de chez moi littéralement, hein, c'était en 2016. Je me suis contenté de prendre mes blagues, de les traduire et de les mettre sur le mur. Ça traduit. Et mais sauf que quelle erreur. La vie est trop courte pour apprendre l'allemand, ça les fait pas plier en deux. Quand j'écoute du Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne. Moi aussi. T'as vraiment écrit ça? Ouais. Chez les Allemands? Ouais. C'était pas un kiff quand même. Ouais, ça fait plaisir. Mais du coup, t'as dû... Du coup, on revient en arrière. Oui, à chaque fois? Ouais, alors on travaille du coup quand on arrive dans un nouveau pays avec des agences locales. Okay. En plus, ce que j'allais dire, est-ce que du coup, toi, dans ton siège, t'as une équipe marketing de ouf qui écrit tout pour tous les pays? On va la sous-traiter au master franchisé à qui on va dire tu dois prendre une agence. Qui doit trouver. Ouais, qui doit trouver. Alors après, nous on va expliquer le ton. Bien, mais alors c'est drôle parce que par exemple, après l'Allemagne et quand on a été super prudent et on arrive en Suisse, et en Suisse, on s'est dit oulala, il faut que ce soit super ouaté en Suisse pour que ce soit. Ouais. Ça les fait moins rire. Mais eux, ils étaient, mais pas du tout. Le curseur de trash, vous me le mettez au maximum. C'était inverse. Donc c'est assez marrant. Oui, je pense parce qu'il y a ce que nous on imagine et il y a la réalité. Exactement. À chaque fois. Hein. Exactement. Et du coup, finalement, t'y es ou pas à New York? Non, pas encore. Tout ça pour ça. 20 ans qu'on pense que t'es à New York. Et j'y suis pas. Je te rappelle que j'ai commencé ce podcast en disant on est là pour réaliser nos rêves. Ouais. Je les ai pas encore tous réalisés. Et alors c'est quoi tes prochains rêves?
pour Bagelstein ou pour toi d'ailleurs, c'est quoi Je suis assez assimilé à Bagelstein. Alors, pour Bagelstein, c'est assez exaltant de voir que cette marque qu'on a créée avec Gilles, elle a aujourd'hui une vraie place en tant qu'acteur majeur de la restauration rapide en France, et de voir que ça fait en sorte que des gens viennent nous solliciter de l'international. C'est assez dingue de voir qu'un mec en Inde vient et dit je veux ouvrir et je vais mettre de l'argent sur la table pour Parce qu'il a vu un Bagelstein en France, ou qu'il a entendu parler? Oui, les deux, et qu'on s'est rencontrés à de nombreuses reprises, et que le rêve il est devenu réalité. J'étais à l'inauguration du restaurant à Hyderabad, ville que je connaissais pas du tout, mais qui fait 11 millions d'habitants, un peu plus que Paris, et c'est lunaire. Donc le rêve pour Bagelstein, c'est de continuer cette expansion en France parce qu'il y a un truc de dingue à en écrire. Et à l'étranger parce que les deux consolident cette marque qui est notre bébé. Et la franchise, c'est assez fascinant. Moi, j'ai deux choses dans ma vie. J'ai ma femme et mes gosses, et j'ai la marque que j'ai créée avec Gilles. Et je déteste personne suffisamment pour leur confier ma femme et mes gosses, mais je vais confier ma marque, mon bébé, à quelqu'un que je connais pas. Mais attends, c'est lunaire. C'est lunaire. Et on me dit souvent, c'est quoi ton profil de franchisé idéal? Alors, je réponds, j'en suis désolé, j'espère que ça va pas faire de vague, cette blague totalement sexiste de Patrick Timsit à qui on disait, c'est quoi votre genre de fille? Et il répondait, celles qui veulent. Et au début, c'était ça, nous. Aujourd'hui, on dit beaucoup plus non que oui aux demandes. C'est clair. Un problème de riche, c'est pas mal de dire, de pouvoir se permettre de dire non aux demandes de franchisés. C'est un problème de riche pour pas devenir pauvre, parce qu'on a eu tellement d'emmerdes avec ceux en lesquels on s'est dit on le fait ou on le fait pas, allez on le fait quand même, et non, on aurait mieux fait de pas le faire. Souvent quand on hésite, c'est pas bon signe, et on peut tomber sur des... Alors moi j'ai beaucoup managé, enfin pas managé d'ailleurs, supervisé, influencé des franchisés et des affiliés. Et effectivement, la problématique, c'est que tu peux avoir plusieurs profils. Ceux qui veulent faire comme chez eux, ceux qui vont en faire qu'à leur tête, en mode respecte pas ta DA. Moi, je me rappelle, j'ai ouvert un magasin à l'autre bout du monde. Je peux pas dire le truc parce qu'ils vont se reconnaître, mais vraiment à l'autre bout du monde, du style 12 ou 13 000 km d'ici. D'accord. Et en fait, le franchisé, il voulait faire sa vie. Mais en franchise, et en fait, je me rappelle, je lui ai dit, viens avec moi, on va sortir du magasin. Je lui ai dit, viens voir, il y a écrit quoi, là? Est-ce que c'est ton prénom? Non. Et en fait, effectivement, il achetait nos fringues. Mais, le merch, il voulait faire, à sauce locale, effectivement, tout était à sauce locale. Et, mais même les sacs de caisse, tu vois. Mais en fait, pourquoi t'as acheté l'enseigne? Mais oui. Pourquoi tu payes des royalties? Tu sais que si tu payes des royalties, c'est parce que tu penses que des clientes vont venir pour ça. Mais si tu leur donnes pas ça et ce qu'elles voient sur les réseaux et tout, il y a aucun intérêt. Et je me rappelle, 2-3 fois ça m'est arrivé dans le monde d'avoir cette discussion aussi. Évidemment. Je pense que t'as eu, déjà. Mais combien de fois? Et globalement, quand tu l'as, bon, ils sont plutôt intelligents les gens et tu peux rentrer dans le moule. Mais des fois, tu te dis, je pense que t'arrives dans un magasin et tu te dis, ah mon Dieu, mais ça ressemble pas du tout. Mais au début, je me souviens des premiers franchisés, j'arrive, et je dis, mais c'est quoi ça? Et mais tu peux pas savoir. Ma femme, elle fait un clafoutis ananas, les clients font la queue pour l'acheter. Je dis, mais t'es sérieux? Mais comment tu fais? Regarde, j'ai construit un sac Ikea pour le transporter dans le métro le matin, et comme ça, je ramène mes 5. C'est encore pire que moi. Et tu vois pourquoi je veux pas de boulanger ou de pâtissier? Je pense que la franchise, c'est un formidable moyen de s'étendre, et en France et à l'étranger. Quand t'as le bon modèle, je pense que c'est canon. Après, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est bien choisir un franchisé. Et pour ceux qui veulent se lancer en franchise ou en affiliation, réfléchissez avant, parce qu'en fait, c'est du taf. Parce qu'il y en a plein qui veulent juste réaliser leur rêve. J'ai toujours rêvé d'avoir un restaurant. Ouais. Alors, tu sais toute l'abnégation qu'il va falloir derrière ou pas? C'est vraiment ouf. Et pour un franchiseur aussi, c'est-à-dire que les bars qui éventuellement hésitent à se dire est-ce que je pars en franchise ou pas, franchiseur, ça veut pas dire proxénète. On n'est pas là où à la fin de l'année on vient chercher nos royalties. C'est pas comme ça. Il y a un vrai accompagnement, il y a un vrai soutien, il y a un partage de la marque. Chaque franchisé a sa responsabilité quant à l'image qu'il donne de la marque
pour les autres franchisés par capillarité, c'est un vrai taf. Moi, je dis souvent que c'est des partenaires. Mmh. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça le mot-clé. Exactement. Des partenaires en franchise, en affiliation. Et souvent, soit le franchiseur, soit le franchisé l'oublie. Mais en fait, on est partenaires. On dépend tous les deux l'un de l'autre, Oui. et dans les résultats, et dans le chiffre. Tout à fait. Thierry, merci beaucoup. Si tu avais un dernier mot, si tu devais résumer Bagelstein en une phrase, tu dirais quoi? Bagelstein, ouais, c'est dur. Bagelstein, c'est un concept impertinent, avec une qualité de nourriture qu'on trouve pas ailleurs sur le marché, et j'ai pas honte de le dire. Il y a personne d'autre qui fait de l'ultra frais à un prix raisonnable, et dans un cercle qui est une franchise familiale. C'est vachement important. Moi, je peux pas dire de non, mais je suis pas Subway. Je dirais ça. C'est une marque française, en plus, française, familiale, avec encore des fondateurs français, et qui aiment ce qu'il faut. C'est plutôt pas mal. On va le dire ça comme ça. On est une marque familiale française dont les 2 cofondateurs sont encore au fourneau, avec une passion qui est quotidienne. Et je vais finir avec ça. Et on n'est pas impliqué, on est engagé. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, et retrouvez-moi très bientôt dans un nouveau podcast.